Bonjour les chimistes, alors on va faire le 5e exercice pour préparer le TD de cinétique. Donc là on va voir que dans cet exercice il va falloir utiliser la loi d'Arrhenius. Alors pour rappel j'avais fait déjà une petite vidéo sur la loi d'Arrhenius il y a un sacré bout de temps, qui était assez détaillé d'ailleurs. Donc je vous remets la petite fiche si vous voulez aller voir et puis on corrige rapidement cet exo. Allez go. Bon alors dans cet exercice on considère une réaction entre l'iodométhane et l'éthanolate de sodium. En fait si on y regarde bien, je fais une petite parenthèse d'entrée de jeu, mais c'est une réaction que vous connaissez bien, pardon je vais l'écrire comme ça, l'éthanolate de sodium c'est l'ion éthanolate qui nous intéresse, avec CH3I, bon bah, c'est une réaction qu'on a étudiée en chimie organique, hein. Il s'agit bien évidemment d'une ESN2 et donc avoir les connaissances sur le cours d'orga pouvait servir dans le sens où on vous demande la loi de vitesse, donc c'est bien de voir si ce qu'on trouve dans l'exode cinétique est en accord avec ce qu'on a appris en chimie organique. Ok. Donc pour rappel, dans le cours d'orga, pour une cinétique d'ordre 2, on a une loi de vitesse qui va être de la forme, constante de vitesse du coup de la SN2, fois la concentration en nucléophile, fois la concentration en halogénoalcane, en halogénoalcane, donc que je vais noter Rx. Ok. Donc ici, dans la question 1, on vous demande d'indiquer quel est l'ordre de la réaction. Là, il fallait simplement regarder la constante de vitesse, l'unité de la constante de vitesse. Voilà, et on voit qu'elle est en mol-1 litre seconde moins 1. Donc ça correspond à une cinétique d'ordre 2. Donc pour rappel, quand on fait l'hypothèse d'un ordre n, ça veut dire qu'on a une loi de vitesse qui est sous la forme k fois une concentration ou un produit des concentrations puissance n. Alors je vais noter c puissance n, mais on pourra avoir c1 puissance n1, c2 puissance n2. Ok. Et puis quand on voit que ici, on a une constante de vitesse du coup qui est en mol-1 litre seconde moins 1, on en déduit que n égale 2. D'accord. Donc dans notre cas, étant donné qu'on a deux réactifs et puis qu'on fait le parallèle avec le cours de chimie organique, on a une loi qui va être du coup V qui est égale à K fois donc, la concentration ici en alcoolate, en éthanolate de sodium, fois la concentration en CH3I. Ok, bon, deuxième question, on vous demande de déterminer l'énergie d'activation et le facteur de fréquence associé à cette réaction. Donc je rappelle rapidement la loi d'Arrhenius. Donc sous sa forme intégrée, la loi d'Arrhenius, elle donne la constante de vitesse en fonction de la température qui va s'écrire A fois exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT. Ok, encore une fois, si vous voulez des détails sur cette loi, je vous renvoie bien évidemment à la vidéo associée. Alors nous, on va chercher à utiliser les valeurs de K et de T pour faire un tracé qui nous permette d'extraire le facteur préexponentiel, aussi appelé facteur de fréquence, et l'énergie d'activation. Donc pour ça, on linéarise simplement en passant au logarithme. Donc on va faire le logarithme népérien du coup. Donc ln de k de t, ça va donner ln de a moins EA sur R fois 1 sur t. Donc là, je vois directement qu'il me suffit de tracer ln de k. Donc je pose ln de k. Alors c'est peut-être pas très visible cette couleur-là. Je vais choisir autre chose. On va essayer ça. Bof aussi. On va reprendre du bleu. Allez hop. ln de k, c'est y. 1 sur t, ce serait x. Donc là, le tracé qu'on va faire, ça va être ln de petit k en fonction de 1 sur t. Voilà, bon, je vous donne directement ce que j'ai obtenu. Voilà, donc moi j'obtiens le tracé suivant. Donc première chose à regarder à notre niveau, c'est la répartition des points, qui semble à peu près juste par rapport à la droite moyenne. Et puis on a un coefficient de corrélation qui est supérieur à 0,99. Donc le carré est supérieur d'ailleurs à 0,99. Donc là on conclut que la loi est a priori bien vérifiée. Du coup, on va pouvoir identifier. Donc évidemment, vous devez me dire avant que la loi est a priori bien vérifiée. Et par identification, on va pouvoir dire que moins EA sur R, c'est égal à la pente. Donc la pente ici qui vaut moins 9913,4. Attention, n'oubliez pas l'unité, ici on a des kelvins. Et puis ln de A qui serait égal à l'ordonnée d'origine, donc 26,489. Et puis on obtient
Grand A égale 3,2 10 puissance 11 litres mol moins 1 seconde moins 1. Et l'énergie d'activation, 82,4 kJ par mol. Encore une fois, faites bien attention aux unités. Un résultat qui n'a pas d'unité ou pas l'unité adéquate est bien évidemment considéré comme faux. Ok ? Voilà pour le résultat. Bon, ça fait pas de mal d'interpréter un petit peu ça. Bon, en fait, pour un ordre 2, alors là, je vais un petit peu plus loin, mais le facteur de fréquence correspondrait à un nombre de collisions par unité de temps, par seconde, mais aussi par unité de concentration, en fait. Alors l'interprétation peut changer, on ne peut plus parler de collision si on passe à l'ordre 1, donc il faut être un petit peu, faire un petit peu attention avec cette interprétation. Ça, on vous le demande pas trop en général. L'énergie d'activation, bien évidemment, vous savez à quoi ça correspond. Je vais la représenter sur un petit diagramme d'énergie. Voilà, donc l'énergie d'activation, c'est la différence d'énergie entre l'état initial et l'état de transition. Et il se trouve que pour une énergie d'activation, l'ordre de grandeur, il est de l'ordre de la centaine de kilojoules par mol. Alors parfois un peu plus, mais souvent un peu moins quand même. Donc on a un ordre de grandeur qui est plutôt satisfaisant. Ce qui est logique puisque grosso modo, ça correspond à une énergie pour rompre au moins en partie des liaisons covalentes. Voilà pour ce petit exercice. Voilà les chimistes, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Et puis poussez vers le haut si ça vous a aidé. Voilà, allez, bonne révision.